Bonjour et bienvenue mesdames et messieurs à ces échos de l'école des communicateurs de ce vendredi, de ce samedi plutôt, 1er février 2025. Nous sommes aujourd'hui réunis pour parler de la question de la situation sécuritaire qui prévaut dans l'Est de la République démocratique du Congo. Comme vous le savez, il y a aggravation de la crise sécuritaire, dont notamment avec des affrontements entre les FARDC et les M23 supplétifs de l'armée rwandaise qui endeuillent l'Est de la République démocratique du Congo. Et la situation humanitaire est catastrophique avec des hôpitaux qui sont inondés par des malades, des blessés ainsi que des morts. Quelle solution pour restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de notre pays riche en minerais, les minerais qui sont convoités par nos ennemis, qui sont convoités notamment par les Rwandais, ainsi que tous les pays qui viennent dans notre pays pour essayer de s'enrichir illégalement et illicitement. Alors aujourd'hui, nous avons reçu sur ces plateaux des éminents intellectuels qui sont autour de moi, avec lesquels nous allons également décrypter, analyser les discours du président de la République, ainsi que celui du ministre de la Défense. Quelles répercussions dans l'opinion publique congolaise ainsi qu'à l'opinion internationale. Nous reviendrons également aussi sur les marches de soutien en faveur des FARDC en République démocratique du Congo, dont notamment celle de Kinshasa et celle des autres parties du pays. Alors aujourd'hui, c'est samedi 1er février, Martin Fayulu avait annoncé une marche de soutien à nos forces armées dans la partie, qui sont au front dans la partie est du pays. Et donc, il sera dans la rue, ce samedi. Nous verrons également les contours de cette situation. Alors, aujourd'hui, nous avons reçu à ma droite, à votre gauche, bien entendu, j'ai Shadrach Mawesi, c'est un habitué de cette émission. Bonjour Shadrach. Bonjour, cher Jonas. Comment allez-vous? Ça va très bien, je profite aussi de l'occasion pour saluer les téléspectateurs. Merci Shadrach et bienvenue à cette émission. J'ai également à ma gauche, à votre droite, Gomez Timanga, analyste politique proche de l'Union sacrée, pour ne pas dire proche du pouvoir. Gomez, comment allez-vous? Ouais, ça semble aller. Dieu nous a fait grâce, on est parmi le vivant. Mais vous savez déjà, vous êtes au courant que non, la situation de l'Est du pays est tellement inquiétante. Vous savez, l'Est du pays, le Congo est comme le corps humain. Quand une partie du corps humain est imputée ou bien est bouleversée, vous sentez que non, c'est tout le corps qui est bouleversé. Voilà pourquoi je présente vraiment toutes mes compassions à toute la population qui nous suivent de partout, mais particulièrement à la partie Est du pays. Goma, nous sommes vraiment de cœur avec vous. Je suis ravi de pouvoir présenter le plateau avec mes co-débatteurs. Je suis très sûr que non, le débat sera vraiment rationnel pour éviter des émotions teintées des couleurs politiques. Merci beaucoup Gomez et bienvenue encore une fois sur Merci notre beaucoup. plateau. Merci Je beaucoup. sais que vous aviez été au fait habitué de cette émission, Ouais, mais ouais. depuis lors, il y avait eu un petit décalage. Ouais, Maintenant, ouais. vous êtes de retour. Évidemment. Nous souhaitons la bienvenue. Merci beaucoup. J'en profite également pour souhaiter mes vœux le maire à la population qui nous suit de partout. C'est ma première prestation pour l'année 2025. Ça fait un long moment que je n'ai pas eu à prendre part à l'émission Les Cocom. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je poursuis. Dievis Tibanda. Il est assistant en relations internationales à l'université de Kinshasa, expert en diplomatie hydraulique. Bienvenue sur les plateaux de CML13 Télévision. Merci beaucoup Jonas, merci pour l'invitation et bonjour à tous les acteurs et j'espère que le débat d'aujourd'hui pourra être constructif et nous pourrons contribuer bonnement à ce que nous cherchons tous, la paix à l'Est de la République démocratique du Congo. Le dernier, il est aussi membre de l'Union sacrée, très pertinent. Il s'appelle Émile Luabala. Bienvenue sur les plateaux de CML13 Télévision et à cette émission Écho de l'école des communicateurs, une tribune de réflexion des jeunes. Merci cher Jonas pour l'invitation et pour la parole par mon travail. Je profite de la même occasion pour saluer les co-débatteurs avec lesquels je me suis retrouvé sur ce plateau, mais également les téléspectateurs qui nous suivent. Je vous salue de partout et je profite de la même occasion pour rendre hommage à nos frères et sœurs de Goma qui jusqu'ici sont victimes de certaines choses. Merci. Alors, Émile, vous gardez la parole. Vous savez, vous avez suivi l'actualité ces derniers jours
comme tous les Congolais. Nous sommes préoccupés, comme le disait Gomez tout à l'heure, quand une partie du corps est amputée ou se retrouve malade, c'est tous les corps qui souffrent. Donc l'Est du pays fait partie également du Congo, comme nous le disons souvent, qu'il n'y a pas la République démocratique du Congo sans Goma, sans Nord Kivu, sans Sud Kivu, sans Ituri et consorts. Émile, quelle peut être la solution à ces jours quand on sait que les Rwandais pillent et tuent dans la partie est de notre pays? Merci encore, Serge Jonas, pour la passation pacifique de la parole. J'aimerais commencer ma file de réflexion avec Adège Mouré-Mouké, qui dit on ne change pas l'histoire d'un État, on ne change pas l'histoire d'un peuple. En parlant de l'histoire, je pourrais me référer à notre passé. Nous le savons bien qu'aujourd'hui, la RDC est un État indépendant du point de vue pratique, du point de vue théorique, et tout ce que nous pouvons en savoir avec. Depuis 1985, 1908, 1960, jusqu'à aujourd'hui, nous avons réussi tout un panoplie de présidents qui ont défilé. Kasavubu, Mobutu et tous ces gens-là que nous savons. Et chaque président nous a apporté une histoire à dire. Vous savez, aujourd'hui, nous sommes victimes des choses que nous ne savons pas là-dessous. Parce que nous autres, nous sommes des sources dans le côté. Nous sommes victimes. Aujourd'hui, c'est presque le président de la République qui est imputé de toutes les responsabilités, qui est traité de tous les maux. Mais nous oublions qu'il y a une histoire que nous ne devons pas ignorer. La guerre en RDC n'a pas commencé aujourd'hui. N'a pas commencé que lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi a été élu. Non. C'est une histoire que nous savons. Depuis le rang d'Israël Kabila, l'autre ici qui est venu, le président honoraire Kabila, et il a essayé de couper l'arbre, mais il a laissé les racines. Et lui encore, notre actuel président, quand il est venu, il a trouvé la même situation. Il a essayé de couper l'arbre, il a laissé les racines. Mais il a laissé les racines. Attendez, qu'est-ce qui fait que depuis bientôt, depuis déjà 6 ans, le président de la République, Félix Tshisekedi, ne parvient pas à déterrer ces racines-là? Merci pour une très bonne question, une question pertinente. Pour déraciner les racines, nous devons savoir où est-ce que cela a été planté. Voilà où nous Donc c'est un travail d'identification qui est en train d'être fait. D'abord pour le moment, parce que nous parlons de la guerre, nous voulons éradiquer la guerre, mais nous ne savons pas la source principale de cette guerre. Parce qu'il y a de ces gens-là qui acquisent le pouvoir, il y a de ces gens-là qui acquisent le passé, donc ils ont un moins, comment je vais dire, c'est un moins flou, tout ce que réellement, L23 est entré à Moulon de Kabila. Avec ces histoires ici, l'antenne de la FDL, c'est par là que tout cela a commencé. Il y a eu des contrats qui ont été ratifiés. Là, je rentre un peu en arrière. Il y a eu des contrats qui ont été ratifiés. Et lorsqu'on parle d'un contrat, c'était un contrat slagmatique ou bilatéral, où on voit les deux parties devraient être redevables l'un vers l'autre. Maintenant, de notre côté, quelle est notre redevabilité envers le Rwanda ou envers le M23? Parce que lorsqu'on parle de. Lorsque nous sommes en train de sous-estimer qu'il y a un contrat, nous devons savoir qu'il y a des avantages et des désavantages. Lorsque ces gens-là avaient ratifié des contrats, avaient signé des accords, c'était pour les intérêts de la RDC ou pour leurs intérêts propres. Maintenant, pourquoi je vais venir devenir la caution d'une personne qui avait signé un contrat pour son propre intérêt? Il n'est pas là, il doit partir. Même en droit, il y a de ces contrats qui arrivent au point d'annulité une fois que la personne est décédée. Nous le savons que ces gens-là qui ont créé ces histoires ne sont pas là. Mais le Rwanda et tous ces groupes de rébellion, tellement qu'ils veulent envahir notre pays, les gourmandistes du pouvoir, ils savent que la RDC c'est un pays de promesses, où il y a beaucoup de richesses. Un pays de promesses. Moi, je vais le dire comme ça. Des promesses comment? Mais il faut savoir que tout aussi commence au niveau spirituel. Au niveau spirituel, il y a des choses, parce que nous ne voyons que le combat physique. Et alors le combat spirituel. Non, mais ici, on ne peut qu'analyser c'est ça que je suis en train de dire. C'est palpable pour que ce soit beaucoup plus concret. Quand je suis en train de parler des combats spirituels qui commencent, c'est que je suis en train de me baser beaucoup plus sur la spiritualité aussi de la RDC. Nous n'allons pas entrer sur ces sujets parce que nous restons dans la thématique. Ces gens-là ont ratifié des contrats. Est-ce que lorsqu'ils ont ratifié des contrats, il y a des conséquences? Parce que tout contrat, ça n'a pas de clause, n'a pas d'avantages, n'a pas des avantages après le contrat. Nous, aujourd'hui, nous sommes présents dans la sous-maco comme la 5e génération. Qu'est-ce que nous avons des rédivables envers le Rwanda? Pour que nous... Est-ce que sommes-nous rédivables envers le Rwanda? Nous ne sommes pas rédivables envers le Rwanda. Tout à l'heure, l'histoire sociale. En 1985, c'était leur système de répartition de pays africain. Selon ces autres, le Baraké, non, depuis 1985 déjà, il y a une partie, il y a Rwanda, au plus de Zouaka,
il y a une partie à Bisso, Rwanda, Zouaka et Tokabolaka. Mais attendez, cher Jonas, nous sommes scientifiques. Lorsqu'on parle d'un État, on voit 4 éléments constitutifs. On voit la souveraineté, on voit le pouvoir, la puissance publique, donc c'est-à-dire le gouvernement, les autorités et tout ça. On voit la population et on voit la reconnaissance internationale. Maintenant, en parlant de ces 4 éléments constitutifs de l'État, il y a quelque part les territoires qui sont limités par des frontières. Ouais. N'est-ce pas que lors de la répartition, estimons que c'était vrai, le fait de répartir la RDC avec le Rwanda, il y a une frontière. Mais c'est à cause de ces frontières qui délimitent automatiquement le débit. Le Rwanda et le commandement. Émile. Maintenant, aujourd'hui, est-ce que nous avons la partie, tout la partie il y a Rwanda. On dit que pour que la guerre ceci là, lorsque vous avez une rédévabilité, si vous avez un problème au débatteur, donc il faut prendre ici là, on dévore et où les tout serait conclusion. Maintenant, nous, on n'a pas à dévorer au Rwanda, ni à ces groupes de rébellion des M23. Le contraire, c'est à nous de leur faire la guerre. Parce que en ce moment, nous on est ici, peut-être on va sortir au milieu à Goma, je vous dis, c'était Mounangana. C'était, comment je vais appeler ça à l'époque, avant Mounangana. Émile, je voulais vous relancer pour chuter. C'est le Nord Kivu, c'est l'Ituri qui est sous l'administration de l'ennemi. Voyez-vous ce danger très essentiel et important pour la RDC. Émile, s'il vous plaît, Émile, s'il vous plaît. Oui. Vous dites ici que les pays, les États de par le monde sont délimités en termes de frontières. Mais il ne revient pas à un pays étranger de venir protéger vos frontières, vos limites. C'est à vous-même d'établir la sécurité autour des longs. Comment trouvez-vous les systèmes de surveillance sécuritaire de nos frontières? D'ailleurs, je suis venu avec une information que je devrais révéler sur cette plateau. Peut-être que nous ne sommes pas encore en possession, peut-être que nous le savons, mais nous l'avons gardé. J'ai été fourni des informations vraies et claires. Peut-être après cette émission, on va me chercher, mais si on me cherche, je ne serai pas visible par rapport à ce que je voulais dire, parce que c'est réel et vrai. Vous savez-vous que nous avons Congo Central. Congo Central, c'est la porte d'entrée de la capitale. Rassurez-vous et rappelez-vous de Christian Malanga. Quel était Zéla ou Christian Zélanine, Congo Central. Et c'est par là qu'il va siéger à l'équipe. Ma comité n'a parlé de la nation. Voyez-vous, degré de faiblesse. Il y a police, Bissona, voire même d'autres choses. Je vais quelque part soulever la notion de la trahison. Au moment où nous sommes ici en train de discuter, je vous dis que, cher Jonas, cher Polybaquet, Congo Central est là, passoire. Non, on a un terme passoire. Non, il ne faut pas dire ça. Pourquoi je vais dire ça? Parce que le frontière clé. Donc vous êtes ici en train d'interpeller au fait les autorités. Bien évidemment. Et puis j'aimerais que cette information parvienne au président de la République. Parce qu'ils ont pour la protection. La ligne vraiment pas partageant et comme elle a eu. Nous avons la frontière. Nous avons la combo, nous avons la précision. Nous avons la frontière, il y a Luadi. Nous avons la frontière, il y a Lufu, Soyo. Frontière, il y a Kanganguvu. Nous avons la frontière, il y a Luangu. Frontière, il y a Noki. Frontière, il y a Gombe. Donc il faut multiplier le nombre de agents. S'il vous plaît, je vais arriver là où je suis. Nous avons la frontière, il y a Matadi. Il y avait l'agent des renseignements, ce qu'on appelle les ANR, dans toutes les frontières. Mais en moment où nous parlons, à ta agent Mwazate, et à tout dans le Gombe Salami, le même jour, il y a une impulsion venant d'ici, de l'administration centrale ici, générale. On a donné l'impulsion, mais le agent ANR, nous sommes à la frontière. Maintenant, voyez-vous le danger de la trahison? Qui a donné ça? Ça provient de l'administration générale. De l'ANR 6. Ok, j'espère que les autorités ont compris. Oui. Ouais. Et non, je vais expliciter ce que je voulais dire. Non, mais vous avez épuisé votre temps d'antenne. Excusez-moi, cher Jonas, j'ai cheat. 30 secondes. Merci. Voyez-vous que le fait que l'ANR n'est plus dans la frontière, elle est là encore facilement. Et puis, tout ça, Kanini. Mais il faut que vous dites, genre, ANR, pas ANR, il est difficile à comprendre. Mais le policier, il peut être facile. Il doit déjà 50 000. Merci. Il est 500 $. Il peut être corrompu facilement. Merci. Président de la République, on l'a mis sur place que les gens avec lesquels tu travailles, il y a merci Émile. Merci Émile. Donc soyez-en prudents. Merci Émile. Alors, c'est une information qui est parvenue.
au service des renseignements et des sécurités de pouvoir contrôler nos frontières pour assurer une sécurité totale. Tout ce que nous voulons, c'est que notre pays soit en paix et que nous ayons une paix totale sur toute l'étendue du territoire national. Parce que ces pays, c'est l'unique chose qui nous reste et nous devons les conserver. Shadrach, votre réaction sur la situation sécuritaire dans la partie est de la République démocratique du Congo. Que doit-on faire à ce jour pour restaurer finalement la paix et la sécurité, parce que nous en avons marre? Ok, merci beaucoup, cher Jonas, pour cette question que je juge pertinente. Mais permettez-moi de commencer d'abord à, comme ça a toujours été d'habitude, de balayer certains malentendus. Nous sommes ici pour un débat constructif, un débat qui pourra permettre à nos téléspectateurs d'être suffisamment éclairés sur la question liée à ce qui se passe à l'est du pays. Je crois qu'en face de moi, il s'agit d'un membre de l'Union sacrée. Et quand vous constatez la manière dont il est en train d'analyser une question aussi importante comme celle-ci, vous vous dites, l'Union sacrée, la médiocrité se cristallise jusqu'à un niveau comme pas possible. Comment ça? Parce que quand vous analysez son discours, vous vous rendez compte qu'il y a plus de transpiration que d'inspiration, plus de chaleur que de lumière. La question a été posée de manière pertinente, il est en train de vaciller à gauche et à droite. On ne sait pas toucher... Non, allez-y, répondez directement à la question. Alors, permettez-moi, cher Jonas, de commencer déjà à balayer certains malentendus, comme je l'ai dit. J'ai entendu mon confrère d'en face parler de racines. Et Tshisekedi a trouvé juste un arbre dont les racines relèveraient de lointain. Mais écoutez, Félix Tshisekedi est venu sur base d'un plan, d'un programme. Dans son discours, dès la propagande qui se faisait pour les élections, qu'est-ce que Félix Tshisekedi a annoncé? Si j'arrivais aujourd'hui au pouvoir, je vais me battre pour que la situation à l'est du pays se calme. Et nous sommes déjà à sa 6e année dans l'exercice du pouvoir. Rien ne s'est fait. Et vous venez avec des discours épidermiques pour pouvoir nous dorloter encore une fois de plus. Alors, je l'ai entendu ici parler de la notion de la reconnaissance comme... les éléments constitutifs d'un État. Ça, c'est encore très grave. Comment ça, c'est grave? Il a pourtant raison. La reconnaissance ne fait pas partie des éléments constitutifs de l'État. La reconnaissance est un élément constatatif. Les éléments constitutifs, il y en a 4. Lesquels? L'élément matériel qui est le territoire, l'élément personnel qui est la population, l'élément formel qui est la structure gouvernementale et l'élément décisif qui est la souveraineté. La reconnaissance intervient comme un élément constatatif. Ici, les autres États constatent l'existence de ces 4 éléments et décident de vous reconnaître comme tel. Comme État. Okay? Et par conséquent, vous êtes placé au même pied d'égalité qui est sur le plan international. Et ici, il faut savoir que c'est le territoire qui est engagé, mais aussi la souveraineté de la République démocratique du Congo. Lorsque nous voyons cette évasion de l'armée rwandaise sur notre sol, vous comprenez déjà que c'est une question qui mérite à ce que nous puissions l'analyser avec beaucoup de dextérité. Et moi, je crois même qu'à ce niveau, nous devons d'abord mettre de côté nos scaphandres politiques. Moi, je suis de l'opposition, moi, je suis de ceci. Nous devons voir l'intérêt privilégié du pays. Il s'agit de l'intérêt national. Nous n'avons que la RDC comme ça. Et vous devez savoir que les territoires, c'est le support matériel sur lequel l'État est fixé. Il n'existe pas d'État nomade. Il n'existe pas d'État en promenade. Il n'existe pas d'État qui soit placé hors son territoire. Et quand déjà le territoire est attaqué, nous devons mettre en exergue l'intelligence pour pouvoir relever le défi. Et non venir nous dorloter avec ce genre de discours d'irresponsabilité. Parce que depuis que le régime de Félix Tshisekedi a commencé, il n'est pas responsable du tout. Il n'y a que des gens qui ont commencé avant lui. Et j'ai hérité, j'ai fait ceci, j'ai fait... Mais donc, vous êtes il n'est responsable de rien. Il n'est responsable de rien. Mais, et pourtant, c'est lui qui engage les pays. Effectivement. Comment ne peut-il pas être responsable de la politique actuelle du pays? Effectivement. Parce que la destinée de la RDC est entre ses mains. Je l'ai entendu dire ici que nous avons seulement hérité
les conflits et tout ça, ce n'est pas... Mais monsieur, l'État est régi par les principes de la continuité des services publics. Les individus passent, les institutions restent. Si aujourd'hui, par exemple, il arrive que Félix Tshisekedi ratifie un certain nombre de traités, le président qui viendra ne doit pas se plaindre. On estime que c'est la RDC qui a ratifié, on assume. Et bon, déjà, parlant même des accords ou traités qui ont eu entre quoi? Des accords qui ont eu entre le gouvernement congolais et le M23. Jusque-là, en droit, au sens clair du terme, je ne sais pas s'il y a de preuves tangibles qu'on peut nous montrer de ces traités qui existent ou de ces accords qui existent. Vous serez d'accord avec moi que nos amis d'en face seront dans l'impossibilité de le faire. Venez maintenant dans le fond du sujet. Il vous reste 2 minutes. Alors, moi, je pense que la solution que nous devons trouver au niveau où nous sommes, c'est d'abord changer de posture. On doit quitter cette posture-là de l'État bébé qui se plaint à tout moment. La communauté internationale, on m'a touché, on m'a fait ceci. Cette communauté internationale a fait déjà preuve d'une hypocrisie flagrante. Et on n'a rien à attendre de cette communauté internationale. Depuis que la situation a commencé, ça fait déjà 30 ans. Vous pensez que la communauté internationale n'est pas... Donc, vous êtes ici en train de dire que nous devons quitter la communauté internationale vers la société internationale. En fait, je suis dans une logique où... Je vous relance. Okay. Parce que dans la communauté internationale, c'est justement les vivre ensemble. Ouais. Et dans la société, là, ce sont les intérêts qui comptent. Donc, comme il n'y a pas d'amis sur le plan international, Davis y reviendra, et que ce sont les intérêts qui sont privilégiés, nous devons être beaucoup plus dans une dynamique de société internationale que de la communauté internationale, parce que justement, les vivre ensemble ne marche presque pas. Effectivement, j'estime que la posture doit changer. On ne doit plus continuer avec cette logique-là d'attendre de l'extérieur un soutien. Un peu comme Mouzé Laurent Désiré Kabila le disait, prenons-nous en charge. Prenons-nous en charge. Et nous n'avons qu'à nous organiser sur le plan interne pour nous affirmer. Et non continuer à attendre. Cette communauté internationale ne fera absolument rien. Et ça, c'est clair. Voilà un peu ce que nous pourrions donner. J'étais en train de parler de notre contribution. Donc, il faudra que nous puissions changer de posture, comme je l'ai dit. Et deuxièmement, nous devons équiper notre armée. Aujourd'hui, nos FARDC que je suis en train de saluer, ils combattent dans des situations macabres. Pas de primes sérieuses, pas de soutien efficace, mais quand même, ils font preuve de bravoure, ils combattent et quand même, ils résistent. Et ils ont tout notre soutien, les FARDC. Ils ont tout notre soutien, effectivement, un peu comme Louis Foss était en train de le dire. Soutenir l'armée, ce n'est pas seulement mettre les banderoles et ainsi de suite. Soutenir l'armée, c'est mettre à sa disposition une logistique, une politique artificielle, une politique sécuritaire efficace pour que nous puissions relever les défis. Nous saluons les DG qui nous suivent en ce moment, Louis-France Kouzikessa. Merci beaucoup, Shadrach. La parole tourne, c'est votre tour maintenant. Gomez Manga, analyste politique, indépendant. Bon, non, mais pas indépendant. Proche du pouvoir, voilà. Gomez, vous suivez comme tout le monde. Je sais que vous êtes proche du pouvoir et que vos sources auprès de certains départements publics, de certaines institutions, vous révèlent des informations. À ce jour, comment imaginez-vous les démarches que la RDC peut prendre ou les démarches qui sont déjà prises pour la résolution de cette situation? Monsieur Jonas Champa, merci pour la parole. Merci à mes co-débatteurs qui ont déjà pris la parole. J'ai senti que non, c'est toute une énergie de la jeunesse pour la République. Parce que vous savez que non, on m'appelle l'homme de la République. L'homme de la République. Avant de pouvoir aborder la question et puis essayer un peu de réagir à ce que j'ai entendu sur ces plateaux, vous savez que non, cette situation qui prévaut la RDC, nous en tant que jeunes, nous avons toute une responsabilité. Et c'est avec un sentiment tellement dégradant que j'aborde la question de la ministre de la Jeunesse, dont nous voyons que non,
c'est juste une figurante dans les gouvernements, depuis que le ministre de la Jeunesse, parce que c'est pendant cette période, on devrait avoir des cafés patriotiques, des conférences de veille patriotique. On doit éradiquer notre jeunesse. Même l'appel que Bemba, vous savez, c'est elle qui devrait porter. Mais en réalité, c'est elle qui devrait porter ces combats-là. Mais je sens que non, je sens que non, cette dame-là, c'est met à envoyer ce chantre dans des médias. En l'occurrence, je vois les soi-disant ambassadeurs des jeunes, le monsieur, c'est lui qui était chroniqueur, je l'ai suivi sur un média qui... Bon, je ne sais pas ici comment il s'appelle, le monsieur qui est actuellement, je ne sais pas si ambassadeur de la jeunesse. Il y a une certaine institution, branche, qui est liée au ministère de la jeunesse. Le monsieur là, je l'ai vu sur un média, comment est-ce qu'il a commencé à m'adouer la gestion de la dame, la ministre de la jeunesse. Donc je sens que non, c'est une jeunesse vraiment perdue. On devrait sentir... En dehors de ces messieurs-là, en dehors de la dame, nous avons le Conseil national de la jeunesse. Quand il s'agit de... Oui, CNJ. Quand il s'agit des intérêts politiques, vous verrez ces gens-là, au changement de la Constitution. Mais c'est si c'est William là, William Mukambi là. William Mukambi. Oui. Vous savez, donc, quand il s'agit... Mais c'est Jonas, c'est en cette période où la jeunesse en exerce tous les atouts possibles pour défendre les territoires, notre souveraineté. Nous avons le ministère de la jeunesse. La ministre de la jeunesse a ses prérogatives. C'est en ces moments où on doit voir des initiatives liées au contexte actuel. Mais la ministre ne se sente pas, mon cher sur terrain. Et puis, moi, je ne suis pas... Vous savez, comme je l'ai souvent dit avec Nathan Kianza, que je salue en passant. Vous savez, moi... Nathan, c'est le directeur des programmes. Ah, ok. Coup de chapeau à lui. L'excellent présentateur de débat. Vraiment. Vous savez, moi, quand je viens sur un plateau de télé, je ne viens pas pour amadouer Tshisekedi le régime. Moi, je viens avec ces sentiments-là patriotiques. Parce que Tshisekedi passera, mais le Congo restera. Donc, moi, je me dis... Parce que j'aurais appris qu'il y aura bel et bien remaniement du gouvernement. Je n'aimerais pas voir cette dame dans cette ministre. Non, il y en a autant. Il y en a autant. Si on peut faire des castings ici, mon cher ami, je vous dis, il y en a autant. Il y a pas mal de ministres qu'on doit éradiquer de ces gouvernements. Et puis, pour essayer un peu de pouvoir... faire aussi une analyse partant de ce que j'ai entendu ici. J'aimerais commencer par mon ami Kodeba, Shadrach Mawissi. Ouais, j'ai senti que non, c'est un beau charmeur. Vous savez déjà, quand nous parlons du charme, il parle très bien. J'ai bien aimé sa façon de parler. Mais il doit comprendre une chose. Il a dit ici que non, le programme de Tshisekedi, c'est bon. Il a traité notre État comme un État bébé, qui pleurniche tout le temps. Mais je dois vous rappeler que non, c'est sous ces régimes que dans tous les grands salons internationaux, on parle du Rwanda comme supplétif du M23. Vous savez, moi je dois... Vous êtes un juriste. Vous êtes un juriste. J'ai comme l'impression que non, vous avez des notions politiques. Vous ne pouvez pas venir sur un plateau parler comme un simple citoyen qui est à la maison. Vous avez quand même une notion de la gestion. Monsieur. Partout au monde, il n'y a aucun président qui a fait ses promesses pendant la campagne électorale et qui a réalisé même 80% de ses promesses. Je mets ma main coupée. Vous pouvez me citer un seul président dans ce monde qui a fait des promesses pendant sa campagne électorale et qui a réalisé même 80% de ses promesses. Mais sous ces régimes... Attendez, quand vous calculez, si vous pouvez pondérer en termes de pourcentage les 5 premières années du président de la République, sur les 100%, il a obtenu combien? Vous savez, les 5 premières années de l'actuel chef de l'État, sur 100%, moi je vous dirais il a obtenu 70%. C'est avec de preuves. Je ne suis pas venu ici pour défendre le bilan de Tshisekedi. Parce que nous avons une question très cruciale qui est de la guerre, de la situation qui sévit à l'est du pays. Combien d'axes il a abordé pour que Monsieur Jonas, c'est sous ces régimes que les jeunes gens qu'on traitait de Koulouna, aujourd'hui ce sont des bâtisseurs. Ils ont construit des écoles, ils ont construit, et ils amènent même des bancs dans différentes provinces de la République démocratique du Congo. Il y a deux. Vous savez, ce que le Congo manquait, c'était la volonté politique. Vous pouvez bien me dire que non, la gratuité de l'enseignement, c'est constitutionnel. Mais cette volonté-là,
Combien de Gratuité millions? de Combien de millions des enfants qui ont repris le chemin de l'école? Ça, c'est un actif. 3. Voilà. Aujourd'hui, nous avons la diplomatie écrasante. 4. Vous savez, monsieur Jonas, Non, citez comme je l'ai rapidement dit, pour- non, je cite. Mais ça fait les 70. Vous savez, nous avons, écoutez, vous savez, il ne faut pas prendre cette question à la légère. Pour le développement de ces pays, c'est pas du tic au tac. Il faut des projets tangibles et des projets palpables. Je peux vous citer ici le projet crucial, le projet du développement des 145 territoires. Peut-être vous n'avez pas des informations. Si on est pas parlé avec nos compatriotes qui vivent dans des provinces, ils vous diront que non. Les projets de développement, et c'est quoi la pertinence de ces projets-là? Là, on doit asphalter des routes. On doit construire de quoi? Des hôpitaux, des écoles. Merci. On doit voir. Mais je vous dis que non, Tshisekedi, dans peu d'années, comparativement à ses prédécesseurs, Tshisekedi, Au premier ou deuxième mandat. c'est premier mandat. Premier mandat. Quatrième année, Et au premier mandat, ça n'a pas produit, mais je vous dis, vous savez, hein, vous êtes un influenceur. On doit influencer positivement. Non, moi je suis pas Non, j'ai dit influencer. Déjà, vous passez à la télé, vous influencez quand même la jeunesse. Non, il ne faut pas éviter ça. Moi, par exemple, tel que nous passons à la télé, il y a des jeunes gens qui nous suivent. On peut influencer négativement, tout comme on peut influencer positivement, monsieur. Il y a une connotation. S'il vous plaît. Il y a une connotation. S'il vous plaît, monsieur Jonas. Il y a une connotation particulière. Vous voulez que je vous appelle journaliste? Appelez-moi journaliste. Mais hier, vous étiez un co-débatteur avec moi. On a eu à débattre avec vous sur un plateau de télé. Voilà pourquoi j'ai dit, moi, je suis un analyste politique. Ouais. J'influence aussi la masse. Je dois vous rappeler que non, j'étais candidat aux élections de 2023. Monsieur Jonas, vous savez, nous avons une responsabilité. Laquelle? D'informer notre population et aussi de la former. Ouais. C'est une responsabilité commune. Voilà pourquoi la question de l'Est du pays, voilà, la question de l'Est du pays, mon co-débatteur Shadrack a parlé des prenons-nous en charge. D'ailleurs, je mettrai en défi cette citation d'Erez Mémoire de Mouzé Laurent Désiré Kabila. Si aujourd'hui nous pleurnichons de cette infiltration, quand il était venu pour accéder au pouvoir, est-ce qu'il était seul? Il s'est pris en charge lui-même. Il était parti faire appel à nos pays voisins. Mais aujourd'hui, vous venez sur un plateau. Vous savez, à un moment là, je me dis, nos aînés là, en l'occurrence, entre autres, nous avons les Lumumba, les Mouzé là, ils étaient découragés. Il n'y a pas une idéologie. C'est quoi les sous-bassements de leur idéologie? Ce sont découragés qui se sont... Mais je vous dis, je vous dis, oui. On doit voir une idéologie. Même le Sphinx qu'on a toujours applaudi, le père de la... Gomez, vous savez... S'il vous plaît, une question. Gomez, allons-y un peu lentement. Entre les aînés que vous taxez des courageux, voilà, sans idéologie, et ceux qui nous dirigent aujourd'hui, qui ont une idéologie et qui sont courageux. J'ai dit les tout. Ils sont tous parce que nous avons le Congo depuis que nous avons obtenu notre indépendance, la famille. Non, je vous dis, les tout, ce sont des courageux. Voilà pourquoi j'ai dit les tout. J'assume mes mots. Voilà pourquoi je lance un appel, un vibrant appel. S'il vous plaît, il n'y a pas d'idéologie. J'ai dit, j'assume ce que j'ai dit. Ce sont des courageux. Voilà pourquoi je lance un appel vibrant à la jeunesse. On doit faire la politique, on doit œuvrer autrement. Mais c'est quoi la différence entre un courageux et un idéologie? Voilà. Vous savez, l'idéologie doit être exploitée tout le temps. Je donne par exemple aux États-Unis. Il y a les gens de droite et les gens de la gauche. Il n'y a pas des histoires de multipartis. Vous voyez un peu ça, mais au Congo, nous avons plus de 1000, nous envisageons 1000 partis politiques. Mais c'est quoi l'idéologie de tous ces partis politiques-là? Vous voyez un peu ça? Voilà pourquoi. C'est comme on retrouve aujourd'hui MLC avec MLC associé à l'UDPS. À l'UDPS, les socialistes, les démocrates. Alors que les PPRD devraient sur le plan idéologique être ensemble avec voilà pourquoi j'ai dit les MLC en contradiction. Voilà pourquoi c'est que j'ai dit ici. Maintenant, pour répondre à la question tellement que moi je traite cruciale, c'est pas bien aujourd'hui que moi, Chimanga Gomez, que je suis passé sur ce plateau de 5m13 pour pouvoir discuter la question de la guerre qui sévit à l'est du pays. On ne doit pas seulement dire que non, c'est les Rwandais, voire même nos pays frontaliers, nos pays limitrophes. En l'occurrence, nous avons le Burundi, l'Ouganda, tous ces pays-là ne nous aiment pas. J'ai suivi le fils du président Museveni qui aurait dit
On doit refabriquer nos frontières léguées par les colonisateurs. Refabriquer. Déjà, quand il y a... Voilà. Quand il y a déjà ces idées-là, nous savons déjà que non, c'est nous le pays le plus grand. Par rapport à nos superficies, nous dépassons plusieurs pays de l'Afrique. Mais quand déjà ces messieurs-là viennent avec ces idées mesquines-là, de dire que non, on doit refabriquer nos frontières. Donc, on doit regarder tout droit. Merci. Maintenant, s'il vous plaît, je dois donner... Voilà. Doit parler. Pour finir, mon cher ami, nous avons vu la diplomatie mise en exergue par le chef de l'État. Ça a donné, moi je suis sûr que non, ça a donné des fruits. Parce que c'est partout, il y aura des sanctions, bien évidemment. C'est une question politique. Et déclarer une déclaration de la guerre, ce n'est pas comme ça, vous venez sur un plateau, non, je déclare la guerre. Sans oublier que non, mon cher ami a parlé ici de l'infiltration, des accords, des traités que nous avons trouvés. L'accord, le maire, s'il n'a pas l'information, il doit fêter même, voir même sur les réseaux sociaux. Il faut avoir cette culture-là de lire le contenu de l'accord, le maire, qui a été acheminé par Kabila, le fils, Raïs. Voilà. Il me demande ça à quelle portée. Je vais vous revenir. Donc, pour répondre directement à la question, on doit faire confiance à nos voyants soldats. Oui. On doit miser dans notre armée. D'ailleurs, je salue la bravoure du chef de l'État. Il a dit, parce qu'on l'a toujours déploré sur le plateau de télé, on doit réduire les trains de vie des institutions. C'est quelque chose qui a été fait. Je suis sûr que non. Oui. Est-ce qu'on a réduit? De combien de pourcents? Non, s'il vous plaît, monsieur Jonas. Ne soyons pas émotifs. Nous ne sommes pas émotifs. Voilà. C'est une question. Le chef de l'État, les chefs de l'État, c'est bien, pas plus, ces chefs de l'État a adressé son discours à la nation. Il a dit que non, de mesures seront prises, il y aura réduction des trains de vie des institutions. En réalité, il y aura réduction des trains de vie. Mais ce n'est pas encore fait. Non, si ça ne sera pas fait, mon cher ami, je ne dis pas que ça ne sera pas fait, mais je dis que ce n'est pas encore fait. Ce n'est pas encore fait, mais c'est en cours. Je pense que non, d'un moment à l'autre, nous aurons de précisions sur la réduction des trains de vie. Et sans oublier que non, le chef de l'État, c'est sous ces régimes que nous avons la loi de programmation militaire. Pour rendre notre armée dissuasive. Merci. Merci beaucoup. Merci. Alors, chers fidèles téléspectateurs, vous suivez Écho de l'école des communicateurs sur CML 13 Télévision. Et ici, je voudrais profiter pour dire que lorsqu'on vote les budgets, c'est réparti en termes de pourcentage. Et vous verrez que souvent, le fonctionnement des institutions prend la plus grande part du budget national que certains secteurs. Et je voudrais qu'on puisse revoir et que la défense de notre pays ait le plus gros budget que tous les autres secteurs de la vie nationale. Ça pourrait nous aider à lutter contre cette menace récurrente qui se trouve dans la partie est de notre pays et pourquoi pas sur toute l'étendue du territoire national. Davis Tibanda, vous êtes assistant en relations internationales. Quelle portée internationale vous voyez par rapport à cette menace et quelles sont les actions internes dont nous pouvons mettre en place pour finalement éradiquer cette menace dans la partie est de notre pays qui endeuille du jour au lendemain nos compatriotes? Merci Jonas Champa. Et avant d'entrer et de répondre à la question, ou aux questions que vous avez posées, l'obligation pédagogique m'oblige quand même de revenir sur ce que les autres ont dit. Allez-y rapidement. A aussi un caractère pédagogique. Il y a les étudiants qui nous suivent. Effectivement. Il y a les élèves qui nous suivent et aussi la population. Je vais commencer par quelque chose qui a été dit ici sur les contrats. Émile qui a évoqué. Émile a évoqué plus de contrats. Et dans son speech, il a beaucoup plus parlé de la ratification des contrats. J'aimerais y revenir pour dire on ne ratifie pas un contrat. Tout accord n'est pas nécessairement un contrat. Nous sommes en relation internationale. On peut ratifier un traité et le traité a la forme d'État-État. C'est comme ça que ça se passe en relation internationale. Il y a aussi Chabrel. Mais quand ça implique l'État et un individu, c'est pas... Ça peut être un contrat. Il y a des contrats qui sont signés dans le plan interne. L'État peut signer un contrat avec une personne. Mais quand c'est un État étranger qui signe un contrat avec un individu... L'État peut signer un traité avec un autre État.
où l'État peut signer un traité avec une organisation internationale. Là, ça peut nécessiter, n'est-ce pas, une ratification au niveau international. Parce que la ratification veut tout simplement dire prendre les règles ou les dispositions qui ont été signées avec un autre État sur le plan international et accepter ça sur le plan interne et voir si ça peut correspondre, n'est-ce pas, à la Constitution. Merci. Au cas où il y avait des dispositions qui contredisent la Constitution et que votre État, par exemple, c'est un État moniste, on pourrait retrouver à la Constitution pour modifier. Merci. Là, nous sommes dans la notion de monisme et dualisme. Merci. Il y a aussi Chadra qui est revenu, il a aussi parlé d'un traité qui serait signé avec le M23, en guillemets, ça aussi c'est une petite erreur, il faut arranger parce que la RDC ne peut pas signer un traité avec le M23. Il y a aussi Émile qui a encore parlé de frontières dans la partie Congo centrale, mais je ne sais pas, là j'étais abasourdi quand j'ai écouté ce qu'il était en train de dire. Moi je peux accorder quelques de mes minutes, justement pour qu'il démontre si dans la partie Congo centrale, quelles sont les frontières dont Matal il partage avec les autres pays. Ça pourrait être difficile pour vous démontrer ça. C'est pourquoi, lorsqu'on vient dans une mission comme ça, Il y a le fleuve, qui qui protège déjà naturellement et qu'il faut que le long de ces fleuves soit, s'il vous plaît Émile, il faut que le long de ces fleuves soient surveillés 24 heures sur 24 pour éviter que les ennemis traversent de l'autre côté. C'est ça, Jonas, j'accorderai quelques minutes justement pour expliquer cela. Bon, écoutez, par rapport à la question que vous avez posée, on ne peut pas répondre directement sur ce qu'on peut faire sans pour autant y revenir sur les vrais enjeux de ces conflits. Oui, les enjeux internationaux surtout. D'entrée de jeu, il faut évoquer les raisons économiques. Pourquoi il y a conflit? Justement parce que la partie Est et la partie qui est riche en minerais, c'est riche en ressources naturelles. Alors si les M23 sèment les désordres soutenus par le Rwanda, bien sûr, il y a conflit. C'est parce que dans cette partie-là, il y a des ressources qui sont naturelles et puis les autres États en ont besoin. Ce sont des ressources aujourd'hui qui sont très importantes sur le plan international. Alors, vous avez le Rwanda qui est là. Il faut soulever le fait que les conflits à l'Est, c'est une question de survie pour le Rwanda. C'est une question de survie pour le Rwanda. Pourquoi c'est une question de survie pour le Rwanda? Parce que l'économie rwandaise, basée sur les minerais, l'exportation du minerai, mais dont il n'a pas sous son sol et sous son sous-sol. Et là, nous ne devons pas travailler sur base de compter sur la bonne foi de l'ennemi pour régler cette question-là. Nous devons par contre nous imposer. C'est une question de survie. Admettons qu'il n'y avait plus de conflit à l'est de la République. Et ça veut dire que le Rwanda ne vivrait pas prendre les ressources naturelles qu'il prend déjà et qui fait partie et qui fait grandir son économie. Et par conséquent, ce serait des conséquences. Effectivement, il y aura des conséquences sur le Rwanda. C'est pourquoi il faut prendre ça dans cette façon de voir. Là, ça pourrait quand même interpeller les autorités à prendre ça au sérieux. Deuxièmement, il faut dire que, je vais donner quelques chiffres. En 2022, le Rwanda a exporté, a eu des revenus de 775 millions de dollars sur ses revenus miniers, ses exportations minières. Et il y a 46% de plus en 2023, ce qui a donné un chiffre de 1,1 milliard. Nous sommes sur les plans miniers, ces exportations minières. Alors ça, il faut prendre ça aussi en considération. Alors, deuxièmement, il faut soulever le fait que si les M23 entrent en jeu, il y a d'abord les questions économiques, il y a aussi des questions politiques. Parce que les M23, ce n'est pas seulement le Rwandais. Les M23, il y a des Congolais qui sont dans les M23. Alors, qu'est-ce qui se passe? Vous avez le Rwanda qui doit exploiter la partie Est et il va soutenir les M23, mais dans les M23, il y a aussi des frustrés. Les Congolais qui sont frustrés, n'est-ce pas, de leur situation. Les gouvernements, par exemple, qui sont sortis, il y a les régimes, donc il se trouve qu'ils n'ont pas leur place dans le régime. Alors, ils se rebellent. Non, ça c'est une question qui est politique. Alors, troisièmement, il faut voir aussi qu'il y a les intérêts des multinationales et aussi des autres États qui sont intéressés. Parce que le Rwanda, qui déjà ne produit pas ce qu'il vend, il les vend à un prix qui est bas. Et c'est ce qui fait en sorte que les États européens, notamment l'Union européenne en général, et aussi quelques États qui ne font pas partie de l'Union européenne, on peut parler de Qatar, Abisson, en partenariat avec le Rwanda. On parle de chiffres. J'ai quelques chiffres des exportations du Rwanda en France sur le plan minier. Alors c'est catastrophique. Je vous dis, vous ne pouvez peut-être pas imaginer. Il y a des chiffres qui sont très importants. Il faut aussi parler de la Pologne. Alors, donc lorsque vous remarquez toutes ces choses-là, vous voyez que l'ennemi commun de toutes ces parties est la RDC. Pour le Rwanda, il y a le minerai. Pour Nanga, peut-être, il doit avoir ses intérêts qui sont personnels, et y compris pour les M23. Alors ça, c'est ce qui fait en sorte que l'Est de la RDC
RDC est toujours... Alors, que faire pour résoudre ces conflits? Nous en avons proposé à plusieurs reprises. Il faut répéter encore pour la bonne audition. Je vais peut-être répéter. Nous avons toujours dit, le Rwanda est en partenariat avec les autres États. Ok? En partenariat avec la France, l'Union européenne, les États-Unis qui sont derrière. Alors, la Grande-Bretagne aussi. La Grande-Bretagne, bien sûr, et la Grande-Bretagne qui est d'ailleurs un des grands partenaires du Rwanda. Là, il faut le soulever. Alors, lorsque le président prend parole, certains Congolais, beaucoup de Congolais s'attendaient à ce qu'il déclare la guerre. C'est ce qu'on veut tous. Il faut faire la guerre au Rwanda. Mais il y a des choses, des paramètres qu'on n'a pas encore analysés. Mais qu'est-ce qui bloque justement pour arriver à la question de la guerre? C'est exactement ça le problème. Allez-y rapidement. Le Rwanda est en partenariat avec les autres États, comme je l'ai dit. Ce qui veut dire il vend les minéraux, les produits, et il a de l'argent. En termes de certains traités qu'il signe avec les autres États, il a le bénéfice des armes. Alors, on peut dire aujourd'hui, en termes d'analyse entre l'armée rwandaise et l'armée congolaise, c'est ni un jour. L'armée rwandaise est avancée en termes de technologie et aussi en termes de force. Une guerre ouverte comme ça pourrait tourner, n'est-ce pas, en désavantage pour la RDC. Non, mais, alors, non, mais Davis, il est vrai que l'armée congolaise a maintenant une puissance, comme l'a dit le président de la République. Effectivement. Nous avons une force de frappe dont l'armée rwandaise ne peut tenir. Effectivement. Quand je dis qu'en termes d'une guerre qui est ouverte, l'armée congolaise pourrait perdre, justement parce que c'est ceux qui sont derrière le Rwanda, par exemple. Écoutez, pour mieux gérer cette situation, il faut couper les liens du Rwanda. Le Rwanda exporte. Mais pour exporter, il faut voler. Et pour voler, il faut tuer. Alors c'est pourquoi la voie diplomatique est peut-être la bonne voie, celle qui a été adoptée par le président. Il faut couper les liens entre le Rwanda et ceux qui fournissent des armes au Rwanda. Qui peut fournir les armes aujourd'hui à la RDC? Qui fournit des armes? Parce que les armes se vendent, elles sont trop chères. Mais qui fournit pour la RDC? Parce que le Rwanda a des fournisseurs. Les M23 qui est sur les champs, c'est un groupe armé qui met mal à l'aise toute une armée de la République. Et puis on a dit qu'ils ont des armes très sophistiquées. Très sophistiquées selon les rapports des Nations Unies. Et si les Nations Unies, qui est l'ensemble des États, estiment que les M23 détiennent des armes très sophistiquées, alors il faut prendre ça au sérieux. Parce que les Nations Unies, quand même, c'est les Nations Unies, il y a des États qui sont là. Alors, il faut couper les liens entre le Rwanda et ceux qui fournissent les armes au Rwanda. Ceux qui sont en coopération, en partenariat avec le Rwanda. À ce moment-là, le Rwanda pourra s'épuiser. Les M23 ne sera plus en mesure d'attaquer parce que les M23 pourraient s'épuiser sur le terrain. Là, on aura la facilité de frapper. Deuxièmement, vous avez 30 secondes. Il faut proposer des deals. Lorsque vous coupez le lien entre le Rwanda et ceux qui fournissent, il faut proposer de nouveaux deals. Bon, voilà, avec le Rwanda, vous faisiez de cette sorte. Mais le Rwanda, pour le faire, il volait, ça ne lui appartenait pas. Sur le terrain, il fallait tuer. Alors, pour ne pas tuer, nous en avons. On peut justement tourner les deals entre nous et puis ça part. À ce moment-là, on peut réorienter, n'est-ce pas, les deals qui se faisaient entre le Rwanda et l'Union européenne, par exemple. Ça serait RDC Union européenne. On n'aura plus de morts. Là, on pourra isoler les Rwandais sur le plan économique. Ça pourrait déjà constituer le déclin du Rwanda. Et après, on pourrait peut-être envisager la frappe. Mais moi, ce que je regrette, c'est qu'aujourd'hui, on parle encore de préparation de l'armée. Ça inquiète. Ça me fait mal. À ce stade, on ne pouvait plus parler de la préparation. Le président a fait un discours, je me souviens, ça doit être en 2021, où il appelait le jeune à adhérer massivement à l'armée. J'ai été sur ces plateaux. Oui, avec toi d'ailleurs. Oui, effectivement, on était avec Jonas Champa, qui est le présentateur, on en a parlé. Le président a appelé, mais aujourd'hui on continue à appeler, ce qui veut dire que la préparation n'a pas été prise au sérieux. On ne s'est pas préparé, à ce stade, on ne peut plus parler préparation. À ce stade, on devrait être préparé, n'est-ce pas, pour attaquer. Lorsque vous analysez les circonstances géographiques dans lesquelles la RDC se trouve, vous analysez les circonstances géopolitiques du monde actuel et géoéconomique, la RDC ne peut pas rester sans préparation. Ça, c'est une faute des autorités. Merci beaucoup, Davis Tibanda, pour ces pertinentes analyses autour de ces questions dont nous abordons ici. Nous prenons le deuxième sujet. Il s'agit des répercussions au sein de l'opinion tant nationale qu'internationale des discours, notamment celui du président de la République et celui du ministre de la Défense. Alors, je commence avec Émile, vous prenez la parole. Quel est votre aperçu que vous avez fait et l'analyse que vous tirez et les conclusions qui sont les vôtres sur base
de ces deux discours, celui du président et celui du ministre de la Défense. Vous avez 5 minutes. Merci, cher Jonas, encore plus pour la parole par mon travail. Vous savez, laissez-moi rire, même si... Pourquoi vous riez? Parce que je suis estomaqué, traumatisé d'entendre certaines choses sur ces plateaux. Je me suis dit, j'étais en face du Congolais réellement, ou j'étais en face de personnes qui sont venues impressionner la population avec le français. Oh, des personnes qui sont venues impressionner la population avec le français. Il y a la différence entre parler français et parler droit. Et avoir un Je contenu. me suis dit, vous lui avez présenté juriste. Je me suis dit, peut-être qu'il peut être encore juriste en formation, l'ami qui est devant moi. C'est-à-dire que moi aussi. Il devrait encore très bien étudier le droit pour maîtriser certaines notions. Parce que je semblerais qu'il peut peut-être être ce système LMD qui est derrière, je ne sais pas. Non, non, le problème, ce n'est pas le système. Le problème, c'est... Parce que le système les impose à ne pas avoir cette culture d'études. Mais ce sont les mêmes professeurs qui sont là. Les mêmes professeurs, mais ce sont non, ils ont 5 ans. À notre époque, on disait basta à 5 ans. 3 ans, est-ce qu'on a autant les gens comprennent comment. C'est pour ça que nous voyons de telles réalités sur ces plateaux. Oui, avancez Je à continue l'essentiel. mes dictions. L'ami par devant moi ici a parlé un très beau français. C'est un français de vraiment le collégien. Et il a dit qu'il devrait répliquer. Mais bizarrement, j'attendais des répliques, mais je suis venu entendre des bobards. Il a soulevé la notion sur l'État. Lui qui fait le droit, est-ce qu'on ne lui a pas dit que c'est question de doctrine? Nous pouvons parler des 4 éléments. Est-ce que cela est écrit dans une loi de la RDC que voilà tel article dit que nous avons 4 éléments? La question d'éléments constitutifs de l'État, hein? il est vrai, d'une part, c'est question de doctrine. Des doctrines, bien évidemment. Mais vous ne pouvez pas dire que ça doit être dans une loi. Il n'y a pas, voilà. C'est l'interprétation. La loi donne juste les éléments. Mais chaque professeur, parce qu'en mon temps aussi, j'ai étudié ces cours, chaque professeur a la manière d'interpréter. D'ailleurs, moi, mes 4 éléments... Quel professeur te l'a enseigné? Non, je ne mérite pas de lier des professeurs ici, parce que personne parmi eux ne m'a payé les frais académiques. C'est moi qui ai payé pour avoir l'intelligence. Ok. Et parmi eux, il y a même ces dont ils avaient trompé des choses, que nous avons... Mais peut-être que celui-là, vous avez aussi trompé. S'il vous plaît, bien évidemment, ce que moi j'ai donné, c'est selon ce que moi j'ai lu et ce que j'ai fait comme recherche. Merci beaucoup. Nous avons parlé de l'élément... Il m'a parlé de l'élément matériel. Quelle est la différence entre l'élément matériel et les territoires? Parce que moi j'ai parlé des territoires, lui me dit de l'élément matériel. Nous sommes dans le formel. Il m'a parlé de l'élément formel, moi j'ai parlé de la population. J'ai parlé de la divergence est sur base. Sur le mot. Non, s'il vous plaît. S'il vous plaît, je vous rafraîchis la mémoire. Je suis dans mon Oui, s'il vous plaît. Mais nous devons aller, parce que vous devez répondre à la question. Oui. Le temps que vous prenez à revenir sur ce qui a été déjà dit, c'est comme ça que je vous fais passer rapidement. Il a dit, tous les 4 éléments que vous avez cités, c'était bon. Mais le problème ici, la reconnaissance internationale. Merci. Oui. Quand on parle de la reconnaissance internationale, mais qu'est-ce que la souveraineté? Qu'est-ce qui fait que le pays, d'autres pays au niveau international puissent nous reconnaître? N'est-ce pas que c'est la souveraineté? Seul un pays souverain qui a la place au niveau international. Et quelle est la différence entre la reconnaissance internationale et la souveraineté que lui m'a soulevé? Étudions le droit comme il faut. Et merci. Parce que si on ne comprend pas les droits, ça sera difficile de l'appliquer. Non seulement ça, il a parlé de la responsabilité de l'État. Nous devons être responsables, nous sommes bébés. Non seulement ça, il a parlé de la continuité des services publics, mais mon ami, il a beaucoup de confusion. Je n'étais pas venu sur ce plateau pour faire des débats des qualités. Oui, il y avait vraiment besoin que nous parle sur les soucis du pays, mais il a commencé avec des attaques au moment où il devrait nous donner l'essentiel. Il parle des choses, mais la continuité des services. Vous pouvez prêcher par l'exemple en donnant la continuité des services publics. Est-ce que moi j'ai parlé de la continuité des services publics et lui voulait m'amener. Moi j'ai parlé des contrats personnels entre Laurent Désiré Kabila et ses groupes de rébellion et ses colons. C'est ce qui veut dire qu'on ne peut pas continuer. Oui, il y a la continuité de services publics. Les institutions restent, les autorités passent. Si ce sont le cas, comme mon frère, je vous remercie en tout cas, j'ai senti de l'éloquence et puis de la bravoure. S'il s'agit de contrats entre, parce qu'il aussi m'a répliqué sur le contrat et le traité et tout ça. Moi, j'avais pris la question du contrat parce qu'il s'agit d'un individu. Et quand je parle de l'individu, je parle de Laurent Désiré Kabila. Et ces contrats qu'il a lui signé avec d'autres groupes de rébellions d'autres pays, ce qui fait de lui avantagé, pas nous. Parce que ça ne devrait pas mettre notre pays en péril. C'est pour ça que je soulevais l'idée des contrats. Et puis j'avais très bien précisé que les contrats c'est dramatique. Un contrat de 2 personnes. C'est ce que j'avais dit. Mais comment il va m'amener de la continuité
du pouvoir. Non, mais la continuité, hein, oui, allez-y. La continuité du pouvoir sur sur le fait que lorsque c'est ce qui se passe. On continue, on trouve des choses arrangées, on arrange. Mais des choses, par exemple, comme des contrats personnels des individus. Monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, répondez à la question. La caution. Oui. Le moment d'esprit Kabila. Non. Merci beaucoup. Répondez à la question. Nous sommes dans le dos des Vous avez une minute. Vous avez une minute pour répondre à la question. Que lui n'a pas bénéficié. À moins que cela puisse être à l'avantage du pays, c'est ce que maintenant il est en train de faire. Ça implique au moins pour chercher à créer la situation. Répondez à la question rapidement. La situation de l'Est du pays. Par rapport au discours, nous savons tous qu'aujourd'hui, monsieur Antoine Tshisekedi Tshilombo, le président que moi je salue, il est mal vu, il est traité de tout le monde. Tout ce qu'elle lui dit est toujours mal vu. Par qui? Par les opposants. Je l'ai dit et je le confirme. Et aujourd'hui, la situation sécuritaire, on parle de Harris. Vous savez, hein, on parle de la guerre. Lorsqu'on parle de la guerre, lorsqu'on parle de l'infiltration, nous savons qu'il y a des agents, des acteurs politiques ici qui sont derrière ces histoires. Et ils sont des Mais pourquoi on ne les arrête pas? Les autres ont fait infiltrer. Ceux qui sont ici, pourquoi on ne les arrête pas? Donner l'exemple de Corneille Nanga. Mais Corneille Nanga, c'est lui, ce monsieur qui a déclaré le président élu en 2018. En ce moment-là, il était encore ministre il était encore président du Sénat. De la CENI. Oui. Mais aujourd'hui, ce même monsieur est allé s'aligner pour ses intérêts personnels avec le groupe des rébellions. Vous savez que Togo et Togo, contrairement à Kala, il y a des sous-signés sous accord. Parce que lorsque nous voyons qu'on est Nanga et Willy Ngoma, avec ces gens-là, rassurez-vous qu'il y a des accords déjà qu'ils ont fait entre l'AFC et le F23. Donc, moi, si je deviens président, si je prends la tête du pays, bon, vous en avez Goma, c'est pour ça que voyons, parce que le soutien, rien sans intérêt, comme vous le dites. Nous sommes dans le monde des intérêts. Maintenant, dites-moi ces gens-là. C'est pourquoi vous, attendez, s'il vous plaît. C'est pourquoi il faut que le gouvernement mette tout en place pour que finalement ces gens n'aient plus la parole. Bien évidemment, c'est bien de le faire, mais encore parce que le gouvernement tout ce qui se passe au Congo, hein, si vous Émile, s'il vous plaît, quatre notions. Attendez, oui. Vous allez rebondir avec ça. Émile, nous avons des services de renseignement militaires et renseignement civils. Ils ont pour rôle d'identifier, entre autres, s'il vous plaît, Émile, s'il vous plaît, Émile, s'il vous plaît, ils ont pour rôle d'identifier, entre autres, les traîtres que vous appelez. Mais c'est quoi le rôle de ces services? Pourquoi ne parviennent-ils pas à identifier les traîtres en question? Vous avez une minute pour ça parce qu'on doit chuter. Bien évidemment. Par rapport à l'identification, je viens au départ, quand j'ai réussi mes dictions, j'avais commencé par donner et révéler certaines choses qui se passent au Congo central. Non, nous sommes d'abord au niveau des discours. Même au niveau des discours, revenons dans le discours. Les répercussions sur le plan national et international. Nous le savons que notre pays a un problème sérieux, très sérieux, qui date de cela 10 ans, il y a une décennie, des années, 30 ans peut-être même, que cette histoire n'a pas pris fin. Aujourd'hui, je n'aimerais pas revenir sur le discours, mais j'aimerais tirer juste quelques... comment je vais dire? Moi, je important, allez-y. Nous devons faire ce qu'on appelle réformer la politique consciente. D'abord, la politique consciente, c'est-à-dire quoi? Nous aimons beaucoup plus se colorier politiquement que lorsqu'il s'agit de cas de l'intégrité territoriale. Monsieur le Président de la République a dit nous sommes tous le fils et le fille d'une seule mère, d'un seul père qui est la RDC. Mais nous, frères et sœurs, nous sommes en train de s'entretuer. Nous n'avons pas l'unité. Par là, je ressors directement la question de le patriotisme, l'amour de la population. On n'est pas là pour aimer seulement nos acteurs politiques. On peut avoir notre couleur, notre casquette politique. Oui, c'est bien. Parce que le pays nous impose et la loi le rend légal. Le pluralisme est déplore jusqu'à ce moment. Parce qu'à cause vous voulez qu'on revienne au monopartisme? Non. Déjà, nous savons voulez quoi? que nous sommes dans le pluralisme politique où tout le monde veut devenir chef, tout le monde veut devenir... Non, mais vous voulez quoi? Il faut qu'on limite le nombre de partis politiques. J'ai en face de moi quelqu'un qui est l'assistant du relation internationale. Il peut comprendre ce que je suis en train de dire par le pluralisme politique. Au niveau international, il y a de ces pays comme Gomez, comme les États-Unis, on voit qu'il n'y a que deux partis.
Ce qui fait que si on aura l'opposition, il y aura l'opposition à Makassi. Ceux qui ont la majorité, à Makassi. Mais nous aussi au Congo, moi, ma partie politique à Miki ma leader. Et comme ça, s'il vous plaît, cher journaliste, et comme ça, que ceux qui ont la ligne, ils ont monté, ils ont posté, même quand vous avez bien, maintenant, avec celui-ci, le ministre de la Défense aussi qui avait fait un discours. Je vais jeter 30 secondes, s'il vous plaît. Le ministre de la Défense qui avait fait un discours. Lui aussi, je ne sais pas moi, comme j'étais en train de parler aussi, toujours avec mon ami l'assistant, il a soulevé un point. Il m'a dit, mais rassurez-moi, est-ce que c'était important pour le ministre de la Défense de faire un discours? En plus, il le fait après le président. En plus, quel type de discours? Il le fait après celui du président. C'est lui de revenir sur des films. Azuba discours, film. Comment ça revenir sur des films? Je vous dis, Azuba film, monsieur, discours à président, monsieur, à sa mise en constitué discours. Ce que j'ai entendu venant de lui. Mais il a suspendu sa chargée de communication. Il semble que c'est elle qui a omis de référencer ce discours-là et que, bon, il y a beaucoup de problèmes de référencement. On ne sait pas à qui devrait incomber finalement la responsabilité dans pareil cas. La chargée de communication est suspendue. Nous ne le voyons. La chargée de communication est suspendue pour 30 jours ouvrables. Shadrach, vous avez la parole. Quel est votre aperçu de ces discours? Je sais que vous avez des choses sur lesquelles vous devrez revenir, mais prenez juste 3 minutes et soyez conçus pour que nous puissions chuter. Si vous me donnez 3 minutes, ça ne sera pas équitable. Oui, allez-y rapidement. Le débatteur d'en face a pris pratiquement 6 minutes. Allez-y. Alors, déjà, j'ai entendu ici mon confrère d'en face critiquer les systèmes de LMD. Nous sommes confrères. Je suis juriste de l'université de Kinshasa. Et j'ai été formé par les grands de la République. La colline la colline inspirée. Je ne trouve pas ça. Et aujourd'hui, l'université de Kinshasa fait partie des plus meilleures universités de l'Afrique centrale. Il fallait étudier. Alors là, il faut comprendre ça. Et déjà, je l'ai entendu parler ici sur la question des éléments constitutifs. Il est encore revenu là. Il n'y a pas de texte, il n'y a pas de... Mon ami, si vous ne maîtrisez pas les choses, apprenez à vous taire. Vous êtes en face d'un juriste. J'ai consacré pratiquement 4 ans à l'université dans l'étude des textes. La question des éléments constitutifs de l'État est consacrée dans le texte qu'on appelle la Convention de Montevideo, en son article 1er. Il est prévu les éléments constitutifs de l'État, dont on parle, qu'on a évoqué tout à l'heure, l'élément matériel, comme j'étais en train de le dire. Quand je parle d'élément matériel, je parle en tant que juriste. Je ne peux pas évoquer les termes comme le commun des mortels, population et consorts. Nous parlons de la même chose. D'ailleurs, je n'avais même pas nié ça. Le problème, c'était au niveau de la reconnaissance. Je voulais juste vous faire comprendre qu'à l'ère actuelle, la doctrine dominante, les grands, que ce soit au niveau de la science politique, que ce soit au niveau du droit, s'accordent pour dire que la reconnaissance ne doit pas être considérée comme un élément constitutif, mais plutôt comme un élément constatatif. Ça, c'est important. Il faut le comprendre. Et de deux, je dois aussi revenir à l'affirmation de notre frère Jevis, qui est assistant. À l'université qui ne peut pas parler des traités. Ça, c'est aussi important. Et la question relative au discours du président de la République et du ministre. Pourquoi vous prenez seulement les ministres de la Défense? Non, attendez, parce que je ne sais pas, notre ami d'en face, quand vous analysez la structure de son discours, on ne sait pas il soutient quoi. On a comme l'impression qu'il est du côté du pouvoir, tantôt il est du côté de l'opposition, mais vous soutenez quoi? Cher ami, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Il faut savoir Émile, s'il vous plaît. Sur ce plateau, s'il vous plaît. Non seulement Émile. pour le compte, Émile, mais pour l'intérêt de la population. Émile, s'il vous plaît, Émile. C'est pas que il vous a laissé parler. Il vous a laissé parler. S'il vous plaît, il m'a donné. Non, s'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Sinon, il ne vous permet pas de parler, s'il vous plaît. S'il vous plaît, Émile. Président fait de mauvaises choses que nous Émile, s'il vous plaît. Nous ne sommes pas de cette catégorie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai, s'il vous plaît. Nous sommes laissez-les parler. On doit le parler. Nous devons chuter. Oui. Oui, vous avez pris votre temps d'antenne. Souffrez.
quand vous faisiez, quand vous corrigez son discours, il n'était pas intervenu, alors soufflez aussi. Je pense que si vous êtes sérieux, comme vous êtes en train de le prétendre, pour soutenir ce qui est bon et refuter ce qui est mal, vous auriez dû commencer par réfuter les promesses fallacieuses du président, qui ne se réalisent pas jusque-là. Depuis qu'on a commencé, vous avez entendu comment est-ce que notre confrère d'affaires était en train de patauger dans la pratique, en train de citer des choses qui n'existent pas dans la pratique. Qui n'existe pas. Aujourd'hui, parler de Kagame qui est cité dans les concerts des nations, mais c'est depuis longtemps qu'on citait Kamere. Et quoi Kagame. C'est depuis longtemps. Ce n'est pas la première fois. Je ne sais pas vous parler de quoi. Et aussi, s'il faut revenir sur la question de la déclaration de guerre, je l'ai entendu aussi autour de cette plateau. Aujourd'hui, M. Félix Tshisekedi, notre président de la République, ne peut pas arriver à déclarer la guerre contre le Rwanda. Tout simplement parce que sur le plan des textes, il n'est pas capable de le faire. Qu'est-ce qui consacre cette incapacité? Attendez, je vais vous démontrer. Dans notre constitution, il est consacré 3 régimes exceptionnels. Là, c'est le professeur Mboko qui en parle. Si vous ne lisez pas, ça n'engage que vous. Allez-y, s'il vous plaît. Le droit administratif parle des 3 régimes exceptionnels qui sont institués en République. Allez-y rapidement. Nous avons l'état des sièges, l'état d'urgence et l'état de guerre, qui sont consacrés dans les dispositions à partir de l'article 86 et vous lisez. Vous allez voir que le constituant congolais a pris les soins d'organiser les régimes de l'état de siège, mais également les régimes de l'état d'exception. Mais pour ce qui est du régime de l'état de guerre, le constituant congolais ne l'a pas organisé. Tout simplement parce qu'aujourd'hui, nous sommes membres des Nations Unies qui privilègent le principe de non-recours à la force en matière de règlement des conflits internationaux. Vous ne pouvez pas être au même moment membre des Nations Unies qui consacre le principe de non-recours à la force et au même moment sur le plan interne organiser l'état de guerre. Mais la Russie est membre du Conseil de sécurité. Attendez. Et aujourd'hui, même lorsque la Russie a recouru à la guerre, à titre de légitime défense, qui est une exception au principe de non-recours à la force. Merci. Je parle des choses que j'ai étudiées. Si vous n'étudiez pas, ça n'engage que vous. Mais c'est le lorsque vous vérifiez les textes des grands de la République, il soutient ce que j'ai dit. Si le professeur Mboko nous suit là où il sera en train de tressaillir de joie. Alors, je dois aussi aider notre camarade à comprendre. Le LMD n'a pas massacré la qualité. S'il vous plaît, chacun. Le LMD, c'est un système adapté aux normes internationales. Merci Shadrach. On va. Je peux répondre à la question. Allez-y, vous avez 30 secondes pour ça. Sur la question relative au discours du ministre de la Défense, ce discours-là est mêlé des confusions, des plagiats, des germes d'usurpation de pouvoir, et finalement c'est un discours monstre. Comment ça, un discours monstre? Effectivement, on ne sait pas les situer. Parce que tantôt, le ministre de la Défense vient de déclarer la guerre. Est-ce qu'il relève de la compétence d'un ministre de la Défense de venir déclarer la guerre? Alors que le président lui-même a opté pour la voie diplomatique. Laissez comprendre. Donc en réalité, le ministre de la Défense a contredit le président de la République. Et de manière flagrante. Et vous entendez... Et la conséquence sur le plan juridique, c'est laquelle? Attendez... Quand un ministre contredit un président de la République. Je vais y arriver. Permettez-moi d'analyser d'abord à fond ces discours. Parce que c'est les régimes en place. Là, c'est très important que nous puissions le savoir. Parce qu'il n'existe pas de mauvaises troupes, bien que de mauvais chefs. Si aujourd'hui on a un ministre qui se comporte de la sorte, il n'est que les résultats de celui qui l'a nommé. Mais déjà, là, laisse-lui. Laissez-les avancer. Allez-y rapidement. 30 secondes, comme ça on va conclure avec Gomez et Divis. Nous parlons de choses qui ont trait à la réflexion et à chaque moment quand on nous interrompt, nous sommes en train de perdre le fil d'idée. Merci Chadra. Je vais préciser ça dans quelques minutes. Alors, à l'heure où nous sommes, nous devons savoir qu'il est plus que temps que nous puissions prendre les choses au sérieux. L'heure n'est plus aux aventures. L'heure n'est plus à la proclamation des promesses. L'heure n'est plus au mixage des discours, des promesses ignominieuses, privées de toutes sortes d'accomplissements. Le peuple congolais est déjà éveillé, nous le constatons. Merci. Et aujourd'hui, je ne sais pas si vous allez peut-être défendre ça. C'est peu que vous vivez dans une autre république. Si vous êtes dans ce pays dans lequel nous sommes, vous ne pouvez pas en tant que jeune... Merci Shadrach. On prend Gomez, c'est votre dernière prise de parole et aussi une conclusion directement. Quel est votre aperçu et quelles répercussions ces discours ont eu
au sein de l'opinion nationale et internationale. Vous savez... Soyez un peu concis. Non, je pense que non, vous serez rationnel, mais co-débatteurs ont pris 6 minutes. Moi également, je dois prendre mes 6 minutes. Vous savez, comme je l'ai dit, ami Shadrach, c'est un charmeur, il vient parloter sur le plateau, dire du n'importe quoi sur les régimes, sur la continuité de la gestion de la République. Avant de pouvoir l'aborder, j'aimerais un peu parler à mon frère, l'éminent assistant de l'université. Quand il a parlé de la question des Nanga, c'est une question politique. Non. Nanga, c'est une question personnelle. La politique, c'est un rapport de force. Nanga n'a parti politique, n'a pas un parti politique, vous l'avez dit. C'est d'ailleurs des choses que nous sommes en train de déplorer. À chaque fois qu'un Congolais se sent lésé par rapport à peut-être ses deals, il part prendre la voie des armes. Non, nous sommes une nouvelle génération. On peut faire la politique autrement, convenablement, comme il le faut. Et puis il a parlé ce n'est pas le temps, le contexte actuel, on ne peut pas faire la préparation de l'armée. Non, la préparation au sein de l'armée, c'est quelque chose qu'on doit faire perpétuellement, tout le temps. Tant qu'on a de pays frontaliers, tant qu'on vit dans la mondialisation, on doit toujours être... Non, s'il vous plaît. Ce que je dis, c'est très pertinent, mon cher. Et puis, il est parti, il est allé au-delà de pouvoir défier notre armée. Il a dit que non, notre armée, devant l'armée rwandaise, notre armée ne peut pas persister. Non! On a corrigé. Non! Le Rwanda, lorsqu'on a eu à faire une offensive, vous avez vu comment le Rwanda a pleurniché. Nous avons une forte armée, d'ailleurs, avec la loi de programmation militaire. Exactement. Donc, mais je vous dis, moi, je fais confiance à nos héros qui se battent là au fond. Ils ont tout notre soutien. Donc, il y a des choses qu'on doit éviter. Voilà, l'émission ne doit pas être émotive. On a largement des... Non, je suis dans mes minutes, cher Jonas. Mon cher Shadrach, il a dit que non, depuis que Tshisekedi est là, non, la question du Rwanda, c'est depuis longtemps qu'on a eu à parler de ces points. Non! De petites interviews, peut-être, on sentait comment les gens disaient, mais le Conseil des Nations Unies siégeait pour traiter cette question-là. Non, c'est sous notre régime. L'OIF, au sein de l'OIF, nous avons regardé l'OIF comme ça. La francophonie, on a regardé ces gens-là dire que non, nous sommes le premier pays francophone qui parle mieux français, plus que même le français et même. Mais comment expliquer que vous avez pris une Rwandaise pour siéger dans la commission? Mais c'est ça. Mais s'il vous plaît. Mais ça parle aussi, j'ai parlé aujourd'hui que non, c'est dans tous les grands salons internationaux qu'on parle. Mais s'il vous plaît. Vous êtes politique, mon cher, vous êtes juriste. Il faut faire preuve de votre maturité politique et aussi intellectuelle. La question de la guerre qui se vit à l'est du pays, ce n'est pas seulement pour dire, comme je l'ai dit ici, que non, il y a, je l'avais dit une fois sur le plateau de Nathan Kianza. Nous avons deux optiques. Nous avons l'optique diplomatique et l'optique de guerre. Avant de pouvoir aborder l'optique de la guerre, il faut d'abord... Nous vivons dans la mondialisation. Nous sommes reliés par de tests internationaux. Je suis dans mes minutes. Je sens vraiment l'option patriotique qui me monte. S'il vous plaît, messieurs. S'il vous plaît. Je suis dans mes minutes. Non, vous avez déjà pris ça. S'il vous plaît. Vous avez pris ça. Vous avez beau dire ici que non, il y a des pays partenaires du Rwanda. Il y a la Grande-Bretagne. Vous aurez appris que non, ils ont cessé avec leur aide humanitaire au Rwanda. Parce que le Rwanda, que les gens disent, les Rwandais vivent, 40% de ces budgets, ce sont des aides étrangères. Non, en dehors du PIA. PIA, c'est dans les 60%. Mais il y a des aides, il y a de l'aide étrangère. Oui. Ils ont de pays partenaires qui aident le Rwanda. Il y a la France aussi. J'aurais appris que non, la France également. Il y aura des sanctions. La France a siégé, c'était depuis avant le jeudi, si je ne me trompe pas. L'Allemagne, la grande. Donc, vous sentez déjà que non, l'élan qu'a pris le chef de l'État, c'est un très bon élan. Moi, en tant que patriote, en tant que jeune qui réfléchit convenablement, je ne peux que soutenir le chef de l'État. Avant de pouvoir finir, s'il vous plaît, dans le discours du chef de l'État, le chef de l'État a parlé de la résilience et la résistance. Oui. C'est ce qui m'a plu, moi. S'il vous plaît, l'unité nationale. C'est en ce moment-là, en ces stades, on doit voir le patriotisme. On doit refouler nos casquettes politiques pour avoir une casquette patriotique. Merci. Vous avez parlé ici de... Parce que quand nous parlons quand il y a des questions politiques, vous verrez même les Sango.
Ndekwa Mongo, Merci. qui se permettait devant la chair sainte, se permettre à ma politique. Mais nous avons pendant la guerre, où est-ce que ces gens-là, les Ambongo, les confessions religieuses, entre autres, quel est leur avis? Merci Gomez. Quelle est leur déclaration? Quelle est leur influence? Dievis, vous avez la parole. Dievis, je vous demande en tout cas de ne pas me tenir rigueur, mais d'être le plus possible face au fait au directeur des programmes, Nathan Kianza, qui doit animer son émission. Mais permettez-moi quand même. Oui, prenez. Oui, vous abordez les discours rapidement comme ça, 2 minutes tout au plus. Je parlais de l'affrontement entre l'armée congolaise et l'armée rwandaise, parce que je parle de la supériorité. Je n'ai pas dit que les FARDC étaient faibles. Non. Vous l'avez dit au conditionnel d'ailleurs. Non, je n'ai pas dit. Même au conditionnel, on ne les permet pas. Justement, j'ai dit, moi je suis un scientifique, je ne suis pas là pour balayer dans l'émotion, parce que je suis congolais, mais je suis scientifique. Quand je dis, si un affrontement entre RDC et Rwanda était aussi facile, laisse-moi te dire qu'on aurait envahi le Rwanda aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. Voilà. On aurait envahi le Rwanda, mais si on n'envahit pas, parce que le président sait que par rapport à certains paramètres, on n'est pas encore pour l'instant. C'est pourquoi j'ai parlé. J'ai dit l'affrontement direct était un peu difficile. Mais je dois aussi revenir sur Sekali Shadrach. En tout cas, le principe des non-recours à la force qui est consacré dans le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies et par le Conseil de sécurité n'est qu'une théorie. Parce que la Russie, quand elle a attaqué l'Ukraine, ce n'était pas au nom de légitime défense. Parce que le principe de légitime défense demande à ce qu'il y ait proportionnalité. Proportionnalité, voilà. Mais l'Ukraine, quand est-ce qu'il avait attaqué la Russie, que la Russie réplique en termes de légitimité? C'était la légitimité préventive. Ça, c'était... Non. Les droits internationaux n'interdisent pas mutatis mutandis la guerre. Imaginez, vous avez les droits internationaux qui est la grande branche, mais qui a quand même une petite branche qu'on appelle les droits internationaux humanitaires qui réglementent la guerre. Donc, en réalité, les droits internationaux n'interdisent pas la guerre. Il accepte la guerre comme ça. Alors, parlons du discours du président de la République. Et celui du ministre de la Défense. Et celui du... Bon, je ne veux pas entrer dans... Là, c'est n'importe quoi. Déjà, je vois les Congolais sont dramatisés, mais il y a des choses qu'on ne veut pas attirer beaucoup plus d'attention. Oui. On ne peut pas prendre toute l'attention et... Fiquer sur les discours du... Mais c'est important aussi pour la gestion de l'opinion publique en temps de guerre et consort. Il ne faut pas nous sortir du contexte. Pourquoi il faut parler après le président de la République? C'est une faute administrative. C'est une faute. Ce n'est pas administratif, mais c'est une faute. Sur le plan communication. Sur le plan politique. Oui, sur le plan communication. Je parle plus de la communication. Mais je vais quand même parler du discours du président de la République, c'est que j'ai beaucoup aimé. Mais en analysant le discours du président de la République, je vis... Mais il semble que le ministre de la Défense aurait, dans son discours, envisagé l'option de guerre et comme ça. Oui, mais ça c'est même le président l'a dit, on allait riposter rigoureusement. Ce qui veut dire on ne riposte pas rigoureusement pour aller manger. C'est ça aussi faire la guerre d'une certaine manière. Exactement. Mais j'ai senti que le président n'est pas aussi prêt à parler. On l'a forcé. Non, on ne l'a pas forcé. C'était une obligation quand même de parler. Oui. Il fallait apaiser les opinions, il fallait apaiser le peuple. Ils disent qu'il lâche finalement sa position. Mais si après que les conflits soient alimentés, le président n'a pas parlé, justement parce qu'il voulait d'abord entamer certaines actions. Lorsque vous venez devant l'opinion, il faut apporter quelque chose. Papa, quand il vient à la maison, il revient à la maison, bien sûr, il doit apporter quelque chose. J'ai aimé lorsqu'il a parlé dans son narratif, il a encouragé l'armée. C'était une façon de faire confiance et puis d'augmenter en tout cas cette confiance du peuple congolais. Mais en termes de cibles, le président a aussi parlé à la communauté internationale. Oui. Écoutez, quand le président dit nous allons riposter rigoureusement, en tout cas la cible, ce n'est pas le peuple congolais. La cible, c'est le Rwanda et ceux qui soutiennent le Rwanda. Merci. Et aussi les M23. C'était une façon de dissuader sur les champs. En tout cas, c'est quelque chose que j'ai... Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dievis Tibanda. Merci, Émile. Merci, Gomez. Merci, Shadrach. Merci de votre participation active à cette émission Tribune, en fait, des jeunes. Ils viennent ici pondre leurs réflexions pour aider la nation à avancer. Ça s'appelle Écho de l'école des communicateurs. C'est chaque samedi sur les antennes de CML13 Télévision, la chaîne de l'excellence et du professionnalisme. Je suis Jonas Champa. Mais permettez-moi, chers fidèles téléspectateurs, de souhaiter un heureux anniversaire à Maria Kissina,
qui fête son anniversaire. En tout cas, nous vous souhaitons les bonnes choses pour votre énième bougie que vous soufflez à ces jours. Mesdames et messieurs, ça est fini. À très bientôt pour un nouveau numéro.